Inlassable petit pousset voyageur, je récolte les paroles humaines et sème contes et récits de vie, graines d'humanité et graines de mémoire. Ludovic Soliman, j'aime beaucoup cette phrase par laquelle vous vous présentez dans l'une de vos publications. Vous êtes conteur pour les enfants, les personnes âgées, les prisonniers, mais vous êtes aussi un incroyable collecteur d'histoires de vie dans les usines, les banlieues, les bars ou encore assis sur un banc avec un ancien qui vous partage ses souvenirs, que ce soit ici en Bretagne ou encore en Afrique, un continent que vous aimez beaucoup, le continent des conteurs. Alors Ludovic Soliman, merci de nous accueillir ici, chez vous, près du Cap d'Erquy en Bretagne. Vous qui avez grandi dans la région parisienne, qui avez travaillé à l'EDF comme ouvrier pendant près de 20 ans. Vous vous êtes installé ici dans les Côtes-d'Armor. C'est un peu un retour à vos racines familiales? Les racines, ouais, du côté de mon père, parce que ma mère est du Périgord. Donc c'est aussi d'autres histoires. C'est plein d'histoires à raconter. Tout est histoire, en fait. J'ai découvert l'histoire des parents, parce que mon père était breton. Mais lui, il a été abandonné avec ses frères et sœurs. Et il avait le rêve d'être marin comme son père, son grand-père qui avait été Terre-Neuve, ou arrière-grand-père, qui avait fait la grande pêche, qui s'était embarqué. Et comme sa tante qu'il avait recueillie voulait faire de lui un homme d'église, un curé, il était mis au petit séminaire, mais il avait un plan dans la tête. Alors il a mis de l'argent de côté, en cachette, avec des quelques boîtes de sardines, un plan aussi qu'il avait une carte. Et il avait traversé toute une partie de la Bretagne, il avait réussi d'aller à Nantes, de Nantes à Bordeaux. Et à Bordeaux, il voulait se faire engager sur les cargos. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'il a été repéré. Mais il avait inventé tout un mensonge avec une fausse adresse. Il a fait croire qu'il vivait chez une tante, mais là-bas. Et quand les gendarmes lui ont dit où tu vas comme ça, parce qu'il se présentait à chaque bateau, donc à un moment les gendarmes ont été appelés et ils l'ont amené devant la fameuse adresse. Et puis là, il dit je vais vous dire la vérité. Il dit en fait je suis orphelin de guerre, ce qui n'était pas vrai. Il avait été abandonné. Et là, il était donné devant un juge, mais il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. Donc le juge l'a cru, il a dit qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et la secrétaire du juge a dit moi j'ai ma mère qui vit dans un petit village là dans le Périgord, il y a un couple de paysans qui auraient besoin de bras. Le juge il dit est-ce que tu vas aller travailler chez ces paysans là dans ce petit village? Et mon père a dit oui. C'était le petit village où était ma mère. Et c'est là où il a rencontré votre mère. Alors j'aime bien là tout de suite, on sent que toutes les vies sont des histoires pour vous. Là vous me racontez l'histoire de votre père d'une manière d'un conteur. Et j'ai l'impression que chez vous, toutes les vies, et notamment je l'ai vu dans ce livre que vous aviez publié en 2011, Les 1001 vies, chaque vie est belle, chaque vie est précieuse, chaque vie a quelque chose à nous dire d'intense, de profond. Il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de grande vie, il n'y a pas de grande histoire, il n'y a pas de petite histoire. Et dans chaque vie, il y a des histoires. Il n'y a pas une histoire. C'est pas l'histoire d'une vie en fait qui m'intéresse, c'est les histoires des vies. Dans chaque vie, il y a plein d'histoires. C'est ça que j'ai appris. La vie m'a appris à chercher les histoires. Moi, je me vois souvent comme un chercheur de pépites. C'est Henri Gougaud aussi qui m'a amené là aussi, parce que je me suis aperçu que cet homme, il donnait beaucoup. Alors Henri Gougaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand conteur, c'est un des plus grands conteurs français. Voilà, c'est un monsieur qui a donné beaucoup aux contes parce qu'il a repris des histoires et il leur a donné un goût particulier dans son écriture, dans sa langue aussi, et dans l'émotion qu'il a réussi à véhiculer avec des contes. Ça faisait très longtemps que personne n'avait réussi à donner autant d'émotions humaines à travers des contes. C'est un homme qui a beaucoup compté pour vous. Il vous a mis le pied à l'étrier quelque part, non? Alors, pour oser être conteur. Non, c'est une rencontre sur le chemin du conte. Moi, j'étais sûr de moi, j'étais plein de certitudes. Et il m'a amené à un endroit où justement je me suis rendu compte que j'avais tout faux. Je me trompais complètement. Et notre rencontre a été assez, comment je dirais, brutale, parce qu'au départ, moi je l'ai heurté frontalement. Ça a été comme deux béliers qui se donnent des coups de tête, quoi. C'était un peu ça au départ. Je vous raconterai pas l'anecdote, mais et après justement, pour résumer, mais le jour où je l'avais rencontré, c'était à Paris. On m'avait demandé de venir le voir à son atelier, donc j'étais venu et puis j'avais écouté, mais toute la journée s'était passée et je m'étais en fait assez ennuyé. Et je voyais pas l'intérêt d'être là. Et sauf qu'à un moment, il y a eu quelqu'un qui a raconté une histoire. Lui, il a fait un retour et bêtement, je me suis levé. Je suis intervenu en disant que j'étais pas du tout d'accord avec lui. Et là, ça a commencé. Bon, que ça se fait pas. En plus, il y avait des gens qui venaient de partout. Et j'ai vu que j'ai dit quelque chose parce que lui, il m'a dit quelque chose. J'étais pas d'accord avec lui. Je me suis retrouvé dans un conflit. Et je me suis rendu compte que je lui ai fait mal dans ses yeux. Et je me suis dit, mais t'es bête.
comment tu oses faire ça? Tu viens pour la première fois, il y a des gens qui viennent de partout pour l'écouter, et toi, Vous étiez tout jeune, un débutant. Moi, et lui, je n'étais pas un débutant conteur, parce que je faisais beaucoup de projets déjà sur le collectage. C'est pour ça qu'il avait eu envie de me rencontrer. J'avais mon chemin de conteur, qui est un chemin un peu particulier, parce que moi, j'ai mais pas lui, suivi c'était l'école. la référence. Vous étiez le tout jeune. Tout lui, à fait. c'était l'ancien. Voilà, donc, et à partir de là, je me suis tué. Puis la nuit suivante, en fait, j'étais réveillé par Henri Gougaud. J'étais dans mon sommeil, dans mon lit, et j'ai entendu sa voix. Et sa voix répétait sans arrêt une phrase qu'il avait dite la veille, qui était « On ne parle à l'autre que de l'endroit où on est à l'intérieur de soi ». Cette phrase, il l'avait dit le matin parmi énormément d'autres phrases. Et je me suis rendu compte que cette phrase, elle arrêtait pas de tourner. Et plus elle tournait, plus elle prenait de l'importance dans mon esprit. Vous pouvez la répéter? On ne parle à l'autre que de l'endroit où l'on est à l'intérieur de soi. Et comment vous avez reçu ça? Comme un choc. Ça a été ultra violent. Ça m'a fait pleurer parce que je me suis rendu compte que j'étais pas forcément au bon endroit à l'intérieur de moi quand je parlais aux autres ou quand je les écoutais, puisque écouter, c'est une parole, l'écoute. Donc ça m'a énormément transformé, je peux dire. Et ça a duré pendant des jours et des jours, des semaines et des mois. Cette phrase, c'est devenu un mantra, quoi. Visage, Thierry Lyonnais. Alors Ludovic Suleiman, ce qui est intéressant chez vous, dans votre parcours, c'est que vous n'étiez pas prédisposé à être conteur, et vous avez même eu une vie avant d'être conteur, pendant 20 ans pratiquement, de 18 ans à 37 ans. Vous avez travaillé à l'EDF comme ouvrier, pas du tout dans le monde du conte. Alors expliquez-nous ce que vous a apporté cette première expérience de vie pour ensuite devenir le conteur que vous êtes devenu. Alors, il faut regarder aussi d'autres choses. C'est que moi, quand je suis arrivé, il fallait que je parte de chez moi jeune. J'ai parlé un peu de mon père, mais en fait, c'était très dur à la maison, donc il fallait que je m'en aille. Et donc, à 16 ans, moi, j'ai quitté domicile familial et je suis rentré là où je pouvais aller, dans une école des métiers. C'était la solution pour moi, donc je suis rentré à un internat à EDF. Je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais faire. Bon, je faisais comme tout le monde, en fait. On fait ce qu'on nous dit de faire. On ne nous demande pas d'être. Mais néanmoins, avant, j'avais été marqué par une rencontre très, très importante qui, je pense, est celle qui est déterminante par rapport à ce que je suis, avec un homme en 6e. Il s'appelait Monsieur Moffret, parce que moi, quand je suis arrivé en 6e, nous, avec mon frère, on était des enfants très violents, très bagarreurs. Mon père était dur, nous, on était durs, on était violents. On avait une réputation de gamins après fréquentés. Moi, c'est d'autres personnes qui m'ont raconté ça après, qu'il fallait pas nous voir, les souillements, fallait pas leur parler, parce qu'on se bagarrait tout le temps. Et quand je suis arrivé en 6e, j'étais nul en français, j'avais jamais lu de livre. Moi, on m'avait mis dans une classe de 6e avec un professeur de français qui avait une réputation d'être très sévère, très dur. Alors, moi, j'étais dans mon coin, mais j'avais toujours du mal à me tenir en classe, en fait. Et tout d'un coup, cet homme, il commence à dire que cette année, on allait étudier la poésie. Arthur Rimbaud, et il commence à dire une poésie d'Arthur Rimbaud, avec les gamins, le cul à l'air, là, au-dessus, regardant le pain qui sort du fourneau, et puis comme un sein tout chaud, tout ça. Bon. Et à la fin, M. Moffret dit, voilà, qui parmi vous connaît Arthur Rimbaud? Alors évidemment, en classe de 6e, personne lève la main. Si, moi. Je lève la main et je dis, moi. Et M. Moffret, il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que tu connais d'Arthur Rimbaud, Ludovic? Et là, je lui raconte toute la vie d'Arthur Rimbaud. Comment vous la connaissiez? Je raconte tout. Je raconte les Ardennes, Charleville-Mézières, sa sœur, sa mère, la neige, le lycée, la fugue, Paris, la commune. Je raconte. Mais je raconte tout. Le coup de pistolet, je raconte l'Afrique. Et je vois cet homme, je revois, là dans mon souvenir, je le revois qui était complètement stupéfait. Et à la fin, il dit, mais comment tu sais tout ça, hein, Ludovic? Je dis, j'ai regardé un film à la télé, monsieur. Il me dit, mais il y a longtemps. Je dis, je sais pas. Et en fait, lui, il a compris que moi, j'avais une mémoire particulière. Et il m'a dit, c'est très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter un autre film une prochaine fois? Je dis, si vous voulez, j'adore la télé. Donc moi, je regarde la télé. Vous lisiez pas à l'époque? J'avais pif. Ouais. Et donc, me voilà à lui raconter un autre film, puis un autre film. Puis un jour, il me dit, Ludovic, à la fin du cours, tu viendras avec moi. Donc je le suis. Il m'amène à un endroit que je connaissais pas. Ça s'appelle une bibliothèque. Et il me confie une dame en lui disant, je vous présente Ludovic. Mais avant, il faut que je raconte une histoire quand même. C'est que lui, à la fin d'un cours,
où j'avais raconté une histoire de la télé. Il me donne un livre. Il me dit, je voudrais que tu racontes ce livre comme tu as raconté un film. Sauf que moi, j'avais jamais lu le livre et j'ai pas osé lui dire. Alors j'ai eu du mal. Et c'était la véritable histoire d'Hélène Keller, sourde, aveugle et muette. Gallimard, 1000 soleils. Et je revois le livre. Et là, je rentre dans ce livre. Et là, en fait, vous découvrez la lecture. Oui, mais c'était une histoire très particulière. C'est l'histoire de cet enfant qui n'a pas d'humanité. Elle est enfermée dans un monde de violence. Et il y a une femme qui va arriver, qui va l'éduquer, qui va la faire accéder à la parole, aux mots, grâce à un langage qui est celui des mains. En tapotant dans les mains, elle lui fait articuler les mots, elle lui fait comprendre les sons. Et en fait, Hélène Keller avait un esprit très puissant et elle va rentrer dans le langage et à partir de là, elle s'humanise complètement. Et moi, cette histoire, je la lis, je suis marqué par cette histoire, je la raconte en classe et c'est là où il m'amène à la bibliothèque et à partir de là, je découvre le monde des livres. Mais non seulement ça a été fondateur parce que cette femme, elle me dit, qu'est-ce que tu aimes lire? Mais moi, j'avais lu qu'un livre, donc je lui dis la véritable histoire d'Hélène Keller sur David Guimel. Elle me dit, mais c'est une histoire vraie. Elle me demande, est-ce que tu aimes les histoires vraies? Alors j'ai dit oui. Et elle vient me chercher un livre, elle me ramène Les Frères de Soledad. Et donc c'est George Jackson, et c'est un livre sur les Black Panthers aux États-Unis. Et en 6e, tu lis pas ce genre de bouquin. Un mec qui a écrit des poèmes, qui a été assassiné après par la police américaine. Et alors quand je vous écoute, Ludovic Souliman, j'ai l'impression que chez vous, c'est comme des poupées russes. Là, vous en ouvrez une, puis une autre, et une autre. Et vous pourrez me raconter des histoires comme ça. Et toute votre vie, elle est faite comme ça d'histoires. Mais alors moi, je vais revenir quand même, parce que il y a cette période de vie à EDF. Oui. Et ça, je veux qu'on en parle, parce que avant que vous soyez conteur, vous avez travaillé comme ouvrier, et physiquement, puis avec des hommes, des ouvriers, des rudes, des anciens. J'ai fait en plus dans les équipes travaux, dans les métiers durs. En plus, à l'époque, à EDF, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était vraiment physique. On était nombreux. Après tout ça, ça a été démoli. On a supprimé toutes ces équipes. Donc moi, j'ai découvert un autre monde. J'ai découvert ce qu'on appelle la culture ouvrière et l'éducation populaire. Je savais pas ce que c'était. Et des hommes que moi, j'étais anti. J'étais plutôt anti-syndical, anti-CGT, anti-tout, quoi. J'étais une espèce d'anard sans le savoir, quoi. Par contre, ces hommes, ils m'ont toujours soutenu. Il y a une solidarité énorme. Parce que comme j'ai toujours eu ces problèmes de, peut-être, à l'école, on me disait insolent. Mais au travail, on n'aime pas trop les gens qui tiennent tête. Donc j'avais toujours ce caractère de tenir tête, de jamais baisser la tête. Et donc je me suis retrouvé, protégé par des gens. Moi, je me rappelle, j'étais dans un petit appart, j'avais rien. Je dormais par terre, c'était même pas un matelas. J'avais des cartons, j'avais mes bouquins déjà à l'époque, puisque c'était ce qu'il y a de plus précieux pour moi, les livres. Donc j'avais le seul meuble, c'était une bibliothèque. J'avais même pas de chaise. Et donc j'étais là. J'avais le frigo que m'avait donné ma mère, parce que mon père il voulait rien me donner, il m'avait rien donné. Donc j'avais un frigo. Et il y a un gars qui vient me chercher. Un de ces gars dont je parle là, et pour le boulot, parce que je travaillais aussi des fois de nuit. Il rentre, il dit mais tu viens d'aménager? Je dis non. Il dit mais t'as pas de meubles? Je dis bah ouais. Et il dit rien. Et 3 jours plus tard, ils sont venus et ils m'ont amené un lit, ils m'ont amené une table, des chaises, ils m'ont amené mais sans rien dire comme ça, comme pour eux c'était normal quoi. La solidarité. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est pas des discours, c'est des actes et ces gens-là moi m'ont convaincu qu'il y avait quelque chose de fort là. Et puis ceux qui vous ont marqué aussi sont les anciens. Ouais. Vous avez écouté les histoires des anciens du monde ouvrier, alors les anciens de l'EDF, mais vous avez rencontré aussi d'autres ouvriers. Bien sûr. Alors en fait, c'est pareil, ça a été un choc, parce qu'on sait pas. Moi, je savais pas tout ça. Mais comme j'ai voulu aussi m'engager, être comme ces hommes qui étaient comme... Moi, je les voyais comme des chevaliers. Hein. Il y a un côté très viril aussi dans l'action syndicale, mais chevaleresque, on défend, on est des défenseurs, on est des protecteurs. C'est quelque chose de très noble, en fait. Donc j'ai voulu devenir militant, mais pour devenir militant, il fallait le mériter. Il fallait être impeccable au travail, toujours à l'heure, qu'on puisse rien te reprocher, sinon c'était un point faible. Et c'est ce que on disait dans l'éducation syndicale. Donc il fallait être exemplaire dans ton travail. Non seulement ça, mais il fallait aussi savoir des choses. Et donc on devait, c'était obligatoire, tous les mois on rencontrait les anciens. Ils venaient nous parler. Alors moi j'étais tout jeune. Et ils racontaient à la fois leur militance, mais aussi leur métier. Ils racontaient tout, ils racontaient leur vie. Par exemple, je donne un exemple qui est dans ce livre, s'appelle On n'est pas là pour rien. C'est tout un collectage que j'ai fait, mais pour moi au départ, puis c'est devenu un livre après, encore grâce à une rencontre avec un homme qui a dit il faut absolument faire quelque chose de tout ça. Et donc en fait,
C'est Dédé Machelard, non? Ouais, Dédé Machelard, bon, c'est ce Faut le bonhomme. nommer quand même, c'est un chauffeur de four. Ouais, un ancien chauffeur de On four. sait pas ce que c'est les chauffeurs de four aujourd'hui. Hein. Bah non, parce que aujourd'hui, on fabrique plus de gaz, mais c'était ce qu'on appelait les usines à gaz. Il y avait d'énormes usines à gaz autour de Paris, parce qu'il y avait de plus en plus de demandes de gaz. On le fabriquait à partir de ce qu'on appelle le charbon. Le charbon. Et Ouais. donc le gaz et donc ça donnait lieu à plein de résidus, plein de gaz qui étaient collectés. Et c'était un métier hyper pénible, hyper dur. L'espérance de vie des chauffeurs de four dépassait pas 50 ans. Et c'était beaucoup de Bretons. Et ça aussi, ça m'a ramené à la Bretagne, parce qu'ils savaient pas parler français. Ils bretonnaient. Ils étaient entre eux. Et Les travailleurs immigrés de cette époque-là, et cette époque, c'est pas si vieux, c'est les années 60, 70. Et là, c'est même juste, non, c'est juste Ah, après les la guerre. 80. Là, on est vraiment les années 50. 45, 50, et on va faire venir massivement des quarantiers de Bretons. Hein. Et après, dans les années 60, vont arriver évidemment Les Algériens. les Algériens qui vont aussi arriver dans parce que là, ils savaient déjà qu'ils allaient fermer les usines à gaz en 60. Donc à partir du moment où ils savaient qu'ils allaient fermer, ils embauchaient plus du tout de gens. Et là, vous avez commencé à recueillir la mémoire de ces chauffeurs de four. Ouais, alors je l'ai fait inconsciemment, c'est-à-dire que j'ai noté pour moi, je notais. Je savais que c'était précieux la parole qu'ils avaient ces gens-là. Et puis comme cette parole, je la trouvais pas nulle part, elle était pas dans les discours. Elle était pas dans la parole des historiens, parce qu'en tant que militant, on a eu une éducation politique très très sérieuse. Donc j'ai fait plein de formations, d'économie aussi politique, d'histoire. Donc on avait tout un tas de formations. Mais moi, ces paroles qui m'avaient fondé, elles étaient pas là-dedans. D'où le titre, là, on n'est pas là pour rien. C'est Dédé Machelard qui vous a dit ça. Il faut pas, Alors c'est pas Dédé. il faut pas oublier Ouais. ce qu'on a vécu. Dédé Machelard, il a dit ceci, c'est que ça, je me rappelle, parce que moi, quand j'ai quitté EDF, j'ai vidé mes casiers, comme je dis, et j'ai vidé ma vie, quoi. Et j'avais des dizaines de cahiers que j'avais écrits. Mais moi, ces cahiers, c'était comme des cahiers d'école syndicale. Et donc, je jetais mes cahiers. Et en les jetant, je les feuilletais. Et tout d'un coup, je vois ce cahier, les pages qui défilent devant moi, et arrive un moment, la parole de Dédé que j'avais notée, où il racontait la vie des chauffeurs de four. Et moi, j'avais retranscrit une partie de ce qu'il racontait, comme je faisais à chaque réunion. Et je retranscrivais ce qu'ils racontaient, voilà, comment ils se protégeaient, comment ils avaient des sabots, comment ils faisaient cuire leurs patates. Là, sur la grille, sur le plancher où ils avaient les pieds posés, il y avait la patate qui cuisait, les planchers étaient à 60 degrés. Et ils marchaient là-dessus, et après, un médecin du travail m'a raconté que les mecs, ils étaient cuits comme les patates. C'est pour ça qu'ils mouraient très jeunes. Et Dédé Machelard, il raconte tout ça, moi je note un peu. Et à la fin, je me rappellerai toujours, parce qu'il s'est tourné vers moi. C'est un vrai titi parisien, Dédé Machelard. Une petite casquette, toujours comme ça, et toujours un mégot au coin de la bouche. Et il me regarde avec des petits yeux bleus, il me dit, mais les gens ne peuvent pas se rendre compte de tout ce qu'on a vécu. Mais qui racontera tout ça aujourd'hui, hein? Qui? Il me regarde. Moi, je lis cette phrase. Qui racontera tout ça? Qui? Et j'ai dit, à voix haute, moi, je vais le raconter. Et je jette le cahier, je jette ma vie d'avant, je jette mes bleus, parce que j'ai toujours vécu en bleu pendant des années. L'ouvrier, c'est quelqu'un qui vit en bleu. J'avais mes bleus au boulot, mais je les avais aussi en dehors souvent. Et je me suis mis à chercher la parole des chauffeurs de four. Et c'est là où je me rends compte qu'ils étaient presque tous morts. Mais ça m'a emmené de fil en aiguille à rencontrer des gens que j'aurais jamais dû rencontrer, anciens déportés. Puis après, à élargir ça, parce que je reçois de la parole, mais je faisais ça pour moi. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et parallèlement à ma vie de conteur, où pour moi, ma vie de conteur n'avait rien à voir avec tout ça. Je racontais pas tout ça. Ça, c'était pour moi. Je sais pas comment vous dire. Comme un grenier qu'on remplit, comme je disais tout à l'heure, Henri Gougou qui me disait, mais ton grenier est plein. Je dis, ouais, mais je continue à amasser du grain humain, parce qu'on a besoin de bonnes semences, quoi. Il faut cultiver la terre humaine.
Alors Ludovic Suleiman, j'imagine que ça n'a pas été facile pour l'ouvrier engagé à l'EDF, le syndicaliste que vous étiez, de faire ce pas, de quitter un métier assez sûr, et puis rentrer dans le monde du spectacle, je le mets entre guillemets, pour devenir conteur, pour être un intermittent du spectacle. Quitter ce monde ouvrier, comme vous l'avez fait, pour devenir conteur, qu'est-ce que ça exigeait chez vous ? Alors, c'est sûr que c'est marrant, les gars ils disaient mais voilà, que fallait surtout pas le faire. Que c'était n'importe quoi. Mais en même temps, moi je sentais qu'il fallait que je le fasse parce que si je le faisais pas, j'allais le regretter. En quoi c'était fort ? En quoi ça vous a En fait, moi j'ai poussé à vécu faire une ça ? période très sombre, un moment où il y a eu des suicides, il y a eu des grèves très dures, j'ai été sanctionné, plein de gens ont été sanctionnés. On a vécu en fait une forme de maltraitance. Et ça apparaissait nulle part dans les médias. Et quand on parlait des gens qui se battent, on les passait pour des sauvages, des barbares, alors que nous, on avait l'impression d'être du côté du cœur, du côté de la justice tout le temps, et on était à chaque fois salis, quoi. Et non seulement ça, mais on était ensuite, il y a eu des sanctions, et puis il y a eu des suicides. Donc très proche, moi, je travaillais, il y a eu 2 suicides, une femme qui travaillait à l'étage au-dessus, voilà. Et je devenais violent dans mon esprit, et j'avais des idées très violentes. Et ma vie de conteur avait commencé depuis des années. Moi, dès le départ, je suis devenu conteur EDF1 dans les œuvres sociales. Je travaillais avec le Mouvement de la Paix, Albert Jacquard. Je travaillais avec l'Institut Hiroshima Nagasaki. Et donc, j'ai fait les contes pour la paix, les contes En parallèle de votre métier. J'étais ouvrier conteur, moi. J'ai fait ça pendant des années. C'est pour ça que mon expérience de conteur a commencé. J'avais 22 ans. Mais la passion du conte est née là. Ce sera une autre histoire à raconter. Comment c'est né. Parce que c'est vrai que on dit la vie est faite de rencontres. Mais ce qui est important, c'est que ces rencontres, on les rate pas, quoi. Donc c'est vrai que ça a été très violent le fait de partir, mais je sentais que si je partais pas, j'allais, moi, me détruire, parce que je devenais violent. Et que le seul endroit où il y avait la lumière, c'est quand j'étais dans les contes avec les enfants. Et je parle pas des récits, là, parce que je racontais aux gamins. J'avais eu mes enfants, c'est mes enfants qui m'ont appris le pouvoir des contes. Et ce délire, parce que délire, ça veut dire délier, libérer. Donc je libérais une parole grâce à un conte. Et moi, mon imaginaire, voilà, il explosait dans tous les sens, et c'était une jubilation, quoi. Et le conte vous faisait du bien en même temps ? Vous faisiez du bien autour de vous en comptant, mais ça vous faisait du bien de compter ? Ah oui, bah le conte fait du bien à celui qui écoute autant qu'à celui qui raconte. C'est une parole d'ailleurs acidique, hein. C'est une parole, voilà, d'un vieux rabbin où on demande en fait comment il faut raconter les histoires, et il répond à son petit-fils alors qu'il est paralytique, aveugle, et donc il lui dit il faut raconter les histoires pour qu'elles agissent sur celui qui raconte comme sur celui qui écoute. Le petit-fils ne comprend pas, et le grand-père lui dit écoute, si ton histoire se met à chanter, chante. Et voilà son grand-père qui se met à chanter avec une voix de jeune homme, et dit si ton histoire se met à danser, et danse, et il voit le grand-père qui se lève de son fauteuil, qui se met à frapper des mains, à danser, à tournoyer, comme s'il avait 20 ans. Et à la fin, le grand-père lui dit, tu vois, tu dois raconter une histoire comme ça pour qu'elle agisse sur celui qui écoute comme sur celui qui raconte. Donc évidemment, le conte, il agit sur nous. Et après, c'est toute une initiation qui nous emmène à... Dans les contes, on apprend beaucoup sur soi. Mais on ne sait pas au départ, finalement, pourquoi on raconte telle histoire. L'histoire, elle va se révéler à nous par des chemins détournés, parce que on pense que quelque part c'est notre histoire, on se l'a appropriée. Non, l'histoire elle rentre en nous en fait, et elle fait partie de nous, mais c'est pas notre propriété. Elle nous utilise, parce que Henri Gougaud dit toujours les contes sont des êtres vivants, ils passent par nous. Et donc c'est cette idée comment nous on arrive à se relier dans les contes, et comment nous finalement on arrive aussi à relier une partie de notre vie, à nourrir le conte nous nourrit et on nourrit le conte. C'est intéressant que vous nous ayez parlé de cette dimension de violence qui était en vous, parce qu'aujourd'hui, quand on vous écoute, on sent que ce que vous voulez, c'est apporter la paix par les contes, apporter de la paix, apporter de la reliance, mais une reliance entre les humains, dans toutes leurs différences, pour apporter de la paix. Je me trompe ?
Parce que je vous ai vu en spectacle, je vous ai lu. Ouais, je suis vraiment quelqu'un de très engagé sur la question de la paix. Et la paix, ça s'apprend. On est dans une éducation de la guerre, de la peur. Et je crois qu'au contraire, le conte, voilà, il met de la lumière. Il y a ce tout petit conte de Nasreddin, souvent on le prend un peu comme une blague, où on le prend souvent pour une sorte d'humoriste, sage humoriste, Nasreddin. Ouais, avec des blagues, des histoires drôles. Il y a des centaines d'histoires, mais dans ces histoires, il y a des choses cachées. Il y a une petite histoire très très courte, je vais me permettre de la raconter très rapidement. C'est Nasreddin, c'est le soir, c'est la nuit, et il est là à chercher quelque chose, et puis il y a son voisin qui le voit juste devant la fenêtre de chez lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Nasreddin? Et Nasreddin dit, je suis en train de chercher ma bague, j'ai perdu ma bague, alors je la cherche. Alors le voisin dit, attends, je vais t'aider. Alors le voisin qui sort, puis les autres voisins qui sortent, tout le monde se met à chercher la bague de Nasreddin, et tout le monde cherche. Il dit, mais t'es sûr que tu l'as perdu là? Et Nasreddin il dit, ah non, j'ai dû la perdre par là-bas. Il dit, mais pourquoi tu cherches ici? Et Nasreddin il répond, parce que ici il y a de la lumière. Et le conte s'arrête là. Et ce conte qui peut paraître un peu absurde, ben non, il faut chercher là où il y a la lumière. Et cette idée de la paix, de ce qui nous éclaire, je crois que le conte, il met de la lumière là où vraiment ça nous permet d'éclairer le chemin là où on est. C'est pareil, je vais reciter Henri, mais ça va être vraiment Henri la référence Boucault, ce soir. Ouais. Il dit, voilà, le conte, c'est pas le chemin. C'est pas le chemin, le conte. Mais le conte, c'est une petite lanterne qui permet d'éclairer un peu le chemin. Comment vous la définiriez justement, la fonction du conte, le rôle du conte? Parce que c'est immense comme question. Je pense qu'il n'y a pas une fonction, il y a beaucoup de choses qui le conte, il est utile à plein de choses, on pourrait dire. Hein. C'est Amadou Hampâté-Bâ qui parlait que le conte, il est utile et futile, et qui s'adresse aussi bien, à la femme qu'à l'homme, à l'enfant qu'au vieillard. Et il enseigne à tout âge. Il enseigne à tout âge. Et il y a Suzy Platiel, vraiment, c'est une grande dame, une amie qui est décédée au mois de mars. Et cette dame, en fait, elle-même, elle a consacré sa vie à comprendre cette question. À quoi sert le conte? Mais elle a cherché d'abord en Afrique, parce qu'en Afrique, on a l'impression que le conte est beaucoup plus pris au sérieux qu'en Occident. Chez nous, le conte, souvent, c'est pour les enfants. En Afrique, c'est une transmission de sagesse. C'est presque initiatique, le conte en Afrique. Pas chez nous. Plus chez nous. Ah ben nous, ça s'est perdu. Il y a eu vraiment des traditions de contes très très fortes, notamment en Bretagne ici, et pas si longtemps que ça. Mais bon, on va pas parler de la Bretagne, puisqu'on parle de l'Afrique. On en parlera tout à l'heure, peut-être, de la Bretagne. C'est vrai que la chance qu'elle a eue, c'est d'arriver découvrir le conte dans des sociétés de tradition orale, et de l'étudier, et d'avoir été acceptée, parce que elle-même, c'est une femme qui, à un moment, s'est mise à un endroit de la parole où elle a été acceptée, parce qu'il y a des fois des scientifiques qui viennent, mais ils peuvent pas découvrir les choses, parce qu'ils viennent avec un savoir sur ce qu'ils vont apprendre. Alors qu'elle, elle est venue, et elle a découvert qu'il y avait quelque chose qu'elle comprenait pas. Comment une communauté éduque des enfants sans jamais crier, sans jamais les taper. Et que le seul moyen de corriger l'enfant, c'est la parole. Et que le conte, c'est l'outil principal d'éducation. Et que dans des sociétés sans écrit, il y a des mémoires de 300 contes de pratiquement toute la communauté. Mémoire des chants, mémoire de plein de choses. Donc, et tout le monde les connaît. Tout le monde, à tout âge. Ouais, il va y avoir il y a une connaissance. Et après, il va y avoir des gens qui vont avoir un certain talent, qui vont être reconnus dans leur talent de conteur. Ceux-là, on va aller les écouter parce qu'ils racontent bien, comme on dit. Mais tous les enfants vont apprendre en racontant à leur tour. Donc, elle va découvrir tout ça. Elle va chercher, et puis après, elle va transmettre cette idée que le conte, c'est un outil d'éducation et d'humanité. Parce que elle, tout son travail, c'était de se rendre compte en tant qu'ethno-linguiste qu'on vit dans une société de communication de plus en plus indirecte, et que ce qui fait, la relation humaine complète, c'est la parole. Mais la parole complète, elle passe par un interlocuteur qui peut réagir et qui interagit, par une tête qui bouge, des yeux qui lancent des messages, par des gestes, et que cette parole complète, elle est essentielle. Mais que nous, on vit dans une société où le téléphone, les écrans, fait qu'on est de plus en plus dans des modes de communication indirects. Il y a des gens qui téléphonent, moi c'est ce que j'ai vu l'autre fois, enfin je vais raconter une anecdote, mais moi qui m'a choqué, je vais aux toilettes dans une grande surface, là il y avait une espèce de toilette, là j'y vais, puis il y a un homme qui parlait à côté de moi, et puis en fait il était en train d'être aux toilettes à côté de moi dans des urinoirs, il parlait à quelqu'un, mais ça m'a choqué moi. Bon, ça paraît bête ce que je dis là, mais on est dans ce monde-là quoi, complètement aujourd'hui.
Usage RCF. Je sais, Ludovic Soliman, que vous aimez beaucoup l'Afrique. Vous y êtes rendu à plusieurs reprises, notamment l'Afrique de l'Ouest, où il y a toute une tradition vivante encore de contes. Qu'est-ce que vous avez reçu dans ces différents voyages que vous avez vécus en Afrique, qui accompagnent le conteur que vous êtes aujourd'hui? Alors j'ai reçu énormément. C'était un immense cadeau. Grâce à Hassan Kassi Kouyaté, qui est un grand homme, le fils de Sotigui Kouyaté, une lignée de griots, très connue justement. Alors les griots, faudrait expliquer rapidement ce que c'est. C'est vrai que ce sont les griots, ce sont pas les conteurs. Souvent on dit c'est les raconteurs d'histoire. Ce sont vraiment les porteurs de la mémoire, les véhicules de la mémoire, les messagers de la mémoire. Et il va y avoir en plus chez les griots et les femmes griottes qui par le chant ont la puissance supérieure à toutes les voix. Souvent, ils s'accompagnent d'un instrument pour eux donc ils vont chanter, ils peuvent faire des louanges. On dit aussi c'est des flatteurs, ouais. Et ils vont chanter à l'oreille des rois, mais c'est eux qui vont connaître toute la généalogie des familles, et donc ils vont être présents à plein de moments de la vie, qui peuvent être des moments de chant de travail. Donc il y a différentes familles de griots, peu importe. Mais moi, ce que j'ai reçu là-bas déjà, c'est de découvrir tout ça, la puissance du conte en fait. Et c'est vrai que en Afrique, il y a cette parole que j'avais reçue. On dit que la parole là-bas est bonne que si elle est partagée. Et on dit aussi que la parole est comme un fruit dont l'écorce est le bavardage, la chair l'éloquence, le noyau le bon sens. Ça, c'est une petite phrase qui a été citée par Amadou Hampâté-Bâ, mais une phrase qui est dans le monde de la tradition orale africaine. Et ce bavardage, il est très important en Afrique. C'est la palabre. Il faut pouvoir discuter, écouter les avis. Donc ça, c'est l'écorce. C'est l'écorce. Ensuite, il va y avoir une partie de la parole qui va être dans l'éloquence, où ça va plus loin. On n'est pas dans cet aspect extérieur, donc on va aller plus loin. Mais l'éloquence en elle-même, c'est pas elle qui peut donner naissance à quelque chose de ça, c'est le fruit, ça a bon goût, c'est plaisant. C'est le goût de la chair. Mais c'est pas le noyau. C'est le noyau qui est important. Ce qui va nourrir la vie, ce qui fait que c'est un savoir, il va donner naissance à quelque chose. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Donc, toutes ces petites phrases qu'il y a aussi, ce qui vont nous guider. Donc, moi, j'ai reçu ces phrases-là, un peu comme celle d'Henri Gougaud dont je parlais tout à l'heure. Encore une fois, comme des rencontres qui m'ont posé des questions, moi, dans mon fonctionnement humain, à tous les niveaux, en tant qu'homme. Donc ça vous a permis de mieux vous connaître vous-même, mais pour mieux être en relation avec les autres. Parce que vous avez passé une partie de votre temps, de votre vie, à écouter les autres. Vous êtes conteur, et quand vous commencez à parler, vous pouvez parler pendant des heures, ou quand vous êtes sur scène, vous captez l'attention de ceux qui sont venus vous écouter. Mais vous avez passé des heures, des jours à écouter pour écrire ces 1001 vies où vous avez tendu votre oreille à des hommes, des femmes, on va dire de peu. Mais il n'y a rien de méprisant quand je dis ça. Vous avez donné la parole à des ouvriers, à des chômeurs, à des prisonniers, à des migrants. Et vous les avez écoutés. Et j'aimerais qu'on parle de cet aspect-là. Parce que le conteur que vous êtes a été aussi oreille déployée, tournée vers les autres. C'est intimement lié chez vous, ces deux dimensions-là, de conteur qui va parler, mais de celui qui sait s'arrêter pour écouter. C'est une façon, comme je dis toujours, de marcher sur mes deux jambes, mes deux pieds. Le récit de l'autre, il m'amène vraiment aussi dans mon humanité profonde. Le conte nous rend humains parce qu'il nous rassemble, il nous met dans une histoire commune, dans un moment commun. Mais connaître l'histoire de l'autre, là aussi, ça nous éclaire énormément. Là, il y a une lumière. Je me rappellerai toujours, j'ai fait un projet dans le Nord, un des premiers projets de collectage, un gros projet qui s'est fait à Grande-Synthe pendant 3 ans. Et il y a un homme qui tournait autour de moi et j'avais distribué un journal de parole qui s'appelait Parole d'Îlot. Un journal de parole, qu'est-ce que c'est? Alors, un journal de parole, en fait, quand je fais vous en avez là des récits, il a fallu créer des outils pour transmettre. Donc, les premiers outils que j'ai créés, parce que moi, j'avais mon sac avec des textes dedans. Mais j'étais là avec mes histoires à moi. Et des fois, le soir, je disais à des gens, tiens, j'aimerais qu'on partage certains récits de gens que j'ai rencontrés. Alors, ça m'arrivait à la fin d'un repas ou d'inviter des gens, puis on écoutait. C'était pas des contes. Et je faisais lire les gens. Et c'est devenu une façon de faire. Je me suis dit, en fait, finalement, je suis facteur. Le facteur, c'est celui qui fabrique, c'est celui qui distribue. Donc moi, ce facteur de mémoire, ça m'a bien plu. Et j'ai créé un outil qui s'appelle Graines de mémoire, qui sont des récits. Donc c'est un courrier. Et il y a écrit Graines de mémoire, j'en ai là, je pourrais vous en donner. Et chaque récit, il y a un titre et puis il y a un prénom.
Et c'est une personne que j'ai rencontrée à un endroit au moment de la vie. Et cette histoire, pour moi, elle est éternelle, elle est universelle. Donc, ça va raconter justement des femmes qui apprennent une langue, c'est pas leur pays, puis elles racontent un peu leur vie, plein, des milliers, parce que là, c'est des milliers mais c'est pour ça d'histoires. que j'ai utilisé cette expression de gens de peu ou de petite vie, des gens. En fait, vous n'avez pas interviewé des gens connus, des gens célèbres. Vous écoutez des gens qui souvent vous disent « Oh, mais moi, j'ai rien à dire. Ouais. » Souvent, c'est vraiment la phrase « j'ai rien à raconter, Sur mais rien arrivé d'extraordinaire. Ouais. » Et bien sûr. Et c'est ce rien que vous écoutez. On n'est pas là pour rien. Ouais. C'est le titre de ce livre. Et le mot rien, je crois que c'est ce qui définit mieux, justement, cette idée qu'il y aurait une humanité qui vaudrait rien. Parce que c'est ce que, aujourd'hui, certains, quelque part, mettent en œuvre. Et vous dites c'est pas vrai. Non, personne ne vaut rien. Ne vaut rien. Ouais. Et puis justement, si on reprend le soufisme, si on reprend l'ami Nasreddin, rien, c'est la base. Il y a une petite histoire qui est cet homme qui a un clochard, un mendiant, puis il y a un chien qui lui pisse sur les pieds, et tout d'un coup ce chien qui le voit, il se relève et il traverse la ville et il rentre dans le palais du roi, et ce roi, en fait, c'est un tyran qui fait exécuter toutes les semaines des femmes et des hommes, et ce jour-là, c'est jour de justice. Donc cet homme, il traverse, il déchire la foule, il y a le trône, il y a le roi qui arrive, il se hisse sur le trône avant le roi, il s'assoit sur le trône, et le roi lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Mais moi, je suis à ma place. » Il dit « Mais non. » Il dit, c'est à ma place, parce que moi je suis le roi. Et lui, il dit, mais moi je suis au-dessus de vous. Il dit, mais au-dessus de moi, il n'y a que Dieu. Il lui dit, mais moi je suis au-dessus de Dieu. Et là, on entend les sables, il y a un silence. Il dit, comment tu oses blasphémer? Au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Et l'homme, il dit, justement, moi, roi, je ne suis plus rien. Donc c'est ça. C'est cet endroit-là. Et c'est que là, il est au-dessus du roi. Cette parole, elle est reine. Moi, j'ai remarqué chez des gens, j'ai des paroles, des formes de paroles, une façon de dire les choses que je peux pas trouver justement chez d'autres personnes. Il y a des joyaux, il y a des pépites dans l'oralité des gens. Et c'est ça que vous cherchez, ouais. Ces pépites. En fait, vous êtes une sorte d'archéologue. Vous cherchez, vous creusez, pour trouver des vestiges de vie qui pourraient être enfouis et qui sont encore là, bien vivantes. C'est un peu ça, il faut creuser. En Afrique, on dit il faut creuser. Il y a des paroles, j'utilise un outil qui s'appelle Paroles de vie, ce sont des symboles africains d'Afrique de l'Ouest. J'ai eu la chance de recevoir aussi mais vous accueillez tout le monde, vous jugez personne. Vous êtes allé travailler en prison aussi pour rencontrer des prisonniers, écouter leurs paroles. Et là aussi, on peut se dire, waouh, ces gars-là, ce qu'ils ont fait, c'est ce qui les a emmenés là en prison, et c'est bien fait pour eux. Et vous êtes là à les écouter. Mais en fait, c'est assez étrange parce que moi, j'ai pas voulu y aller. On m'a proposé d'y aller. Comme souvent, de toute façon, tous les endroits où j'ai été, c'est pas des endroits où je voulais aller. Moi, je pensais des fois aller des endroits, j'ai jamais été. Mais les endroits où j'ai été, c'est des endroits où on m'a dit, tiens, j'aimerais que tu viennes. Donc, quelque part, il y a un appel. Donc, je me suis retrouvé là en prison, par hasard. Comme on dit, il n'y a pas de hasard avec des rencontres, encore une fois. Et en prison, le premier jour que j'ai passé, je dis, mais je reviens pas, j'annule le projet, je vais appeler la drague, je leur dis, moi, c'est fini. Et puis ce soir-là, je me suis parlé à moi-même, et je lui dis, mais attends, Ludo, c'est trop facile. Parce que c'était trop dur. Ouais, c'était dur pour plein de trucs. Je me rendais compte qu'avec les détenus, voilà, on était dans une relation de merde. Les mecs, ils étaient pas là pour moi, ils étaient là pour sortir de la tôle, pour ci, pour ça. Puis il y avait une relation très très dure avec le monde pénitentiaire, les surveillants qui peuvent être vraiment, et donc faut se taire. Faut vraiment tout accepter, t'as rien à dire. Si tu commences à râler, à machin, tu t'empêches de rencontrer les autres. Donc là, vraiment, j'ai dit non, va au bout. Et quand je suis arrivé au bout de cette première expérience, c'était il y a 10 ans, et puis maintenant c'est la 10e année, là. Je continue, là. On a reproposé un projet à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la plus grosse maison d'arrêt d'Europe. Et à chaque fois, maintenant, voilà, je franchis ces 9 portes, qui s'ouvrent et qui se ferment avant d'arriver devant ces hommes, ou ces femmes. Et moi, j'ai envie d'aller le plus loin possible humainement avec eux. Et je leur dis toujours, voilà, je vais donner le meilleur de moi, j'attends le meilleur de vous. Et ils sont réceptifs. Ils sont méfiants. Au début. Ah oui, alors le conte, ils sont toujours très surpris. Ça s'attendent surtout pas à ce que quelqu'un vienne. Mais moi, j'arrive pas en disant, je vais vous raconter une histoire. J'arrive en posant des choses et j'attends.
C'est-à-dire que, par exemple, je pose pas n'importe quoi. Je vais poser un tissu où dessus, il y a des choses qui sont représentées. Si je le mets sur la table, entre nous deux, à un moment, vos yeux vont regarder le tissu. Et vous allez me regarder après. Et à un moment, vous allez me demander ce que c'est. Et vous allez me dire, parce que souvent, ils me disent, monsieur, on va jouer au marabout, ou vous allez nous marabouter, ou vous allez... Alors, je leur dis, c'est un peu ça, mais d'après vous, c'est quoi, ça? Alors, j'ai dit, mais ça, d'après vous, ça vient d'où, le tissu? Alors, ils me disent Égypte, Inde. Et jamais ils trouvent au début. Et à un moment, il y en a un qui dit Afrique. Je dis, oui, ça vient d'Afrique. Mais quel pays d'Afrique? Alors là, ça cherche, ça tâtonne. Puis là, il y a un jeu qui commence. On est dans un jeu. Et une fois que la porte est ouverte, on peut jouer ensemble. Et ce jeu de curiosité, pareil, il y a une parole qui m'avait été donnée par un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ngon. Je vais juste vous donner son nom entier, c'est Ngon Dingam Lemgoto Alham Gondolejim. Son nom entier, ça signifie, s'il n'était pas né, mes parents seraient encore orphelins. Et cet homme, c'est un grand monsieur que j'ai rencontré au Burkina Faso. Il répétait sans arrêt, c'est la curiosité qui amène le savoir. C'est la curiosité qui amène le savoir. Donc, nous, on a un endroit où il faut qu'on crée juste ça. Il y a une histoire que vous avez racontée un jour sur une rencontre avec un prisonnier liée à la notion de finalement tout a un sens. Et ce qui m'arrive est bon, même si ça donne l'impression que c'est vraiment pas bon. Vous pouvez nous la raconter? Alors, t'as compris. C'est la première rencontre avec un détenu en prison. À l'époque, je travaillais au musée Branly. On travaillait avec la PJJ. On m'a proposé d'aller à la maison de la santé à Paris, donc j'y vais. Et je raconte, c'était filmé, c'était prévu justement dans le cadre d'un projet pour qu'il y ait des comptes, que ce soit pour les familles qui viendraient dans la prison avec des enfants, bon, peu importe. Et il y avait une quinzaine de détenus qui étaient là. À la fin, les détenus rentrent chez eux. Et il y avait un détenu qui attendait, qui était sur le coin et qui est venu me voir. Et lui m'a dit, mais tu t'appelles Souleymane? Je dis, ouais. Il me dit, tu sais qui c'est, Souleymane? Je dis, ouais, c'est moi. Il dit non, il dit c'est le prophète. Je lui dis oui, Souleymane c'est Salomon chez les Juifs et Souleymane chez les musulmans. Il dit oui. Il dit tu connais Souleymane? Et là il commence à me raconter des histoires. Voilà, il faudrait 1 heure d'émission mais c'est passionnant. Et à un moment il me raconte ces histoires sur Souleymane, sur le bien et sur le mal, parce qu'à un moment il raconte une histoire du fourmi et à un moment par jeu Souleymane se rend invisible. Salomon il disparaît et il enlève un grain de blé et les fourmis qui sont là, qui ramenaient les grains de blé, elles vont suspecter l'une des leurs. Et comme la fourmi a dit mais je l'avais mis là et les autres disent mais tu mens en plus. Et donc là elle le juge et elle le tue aussitôt et Souleymane il se met à pleurer. Et dans l'histoire que me raconte cet homme qui s'appelle Hafid à la prison de la santé, eh bien là, les fourmis regardent vers le ciel et disent mais qui est là? Il n'y a pas de nuage, c'est pas la pluie. Et là, Souleymane, il tourne sa bague, il redevient visible. Et il raconte c'est moi qui ai volé le grain de blé. Et les fourmis lui disent mais pourquoi t'as fait une chose pareille? Souleymane, il répond parce que je voulais savoir. Mais tu te rends compte, à cause de toi, on a tué l'une des nôtres. Alors qu'elle était innocente et toute notre vie, on va devoir vivre avec ce poids sur notre conscience à cause de toi. Tu te rends compte le mal que tu as fait? Et Hafid, il s'arrête, il me dit, tu te rends compte, Souleymane, c'est un sage, c'est un prophète. Alors lui, s'il a fait le mal, nous, qui ne sommes de simples hommes, imagine tout le mal qu'on peut faire sur terre. Et ça a commencé comme ça. Et l'histoire qui va venir, puisque c'est celle qui est libératrice, c'est qu'à la fin, je lui dis, mais pourquoi t'as pas parlé devant tout le monde? Et il dit, les autres peuvent pas comprendre. Et il me dit, mais tu sais, il y a un conte qui dit tout.
C'était au moment où il devait partir, je demande au surveillant si on peut avoir 5 minutes. Là, le surveillant vraiment sympa, il dit d'accord. Et là, il me raconte l'histoire d'un roi qui avait un esclave. Et à chaque fois qu'il me parlait, Hafid, il me disait, t'as compris, mais toutes tes phrases, t'as compris. Je dis oui, j'ai compris. Et il continue, il parlait super vite. Et à un moment, il raconte l'histoire du roi, qui a un esclave, cet esclave, il va partout, va le roi. Et à un moment, le roi, il en a marre, et des fois, il lui dit, mais pourquoi tu me suis toujours? Mais c'est pour ton bien que je te suis. Et puis, à un moment, à chaque fois que le roi, il est malade, son esclave lui dit, mais c'est pour ton bien que t'es malade. Et le roi lui dit, mais non, je suis malade, c'est pas pour mon bien, mais tu dis n'importe quoi, tu m'énerves. Et l'esclave, toujours, il dit, c'est pour ton bien, tout ce qui lui arrive. Il dit au roi, c'est pour ton bien. Et un jour, le roi, il prend un couteau, et maladroitement, il se coupe la chair de la main, le sang qui coule après avoir coupé l'orange. Évidemment, l'esclave, il vient, il me fait un pansement, il dit, c'est pour ton bien, roi, que tu t'es coupé. Alors, il dit, j'en ai marre. Arrête de dire c'est mon bien, je vais me couper, c'est n'importe quoi, attrapez-le, jetez-le en prison. Tiens, je te jette en prison, c'est pour ton bien. Et voilà, l'esclave en prison, et le roi est toujours en colère, il est en colère contre lui, il s'en veut, et pour passer sa colère, il prend un cheval, il part seul, et il galope, et là, et Hafid, il me raconte, t'as compris, j'ai dit oui, j'ai compris, continue. Alors le cheval, il galope, il va en forêt, et puis à un moment, le roi, il se perd dans cette forêt. Il cherche son chemin, il se perd encore plus, il s'égare, et là, il voit un homme avec une espèce de bâton, avec plein d'ossements, tout ça, et il demande à l'homme son chemin, et l'homme, il fait un geste avec son bâton, et les os s'entrechoquent, et le roi, il sent le danger, il veut s'enfuir, il est trop tard. Hop, on le capture, on le ligote, on l'amène là dans la tribu, il tambour machin, et il va être sacrifié. Et le prêtre arrive pour le sacrifier. Et avant de le sacrifier, on le déshabille, il doit être nu devant le dieu de cette tribu, et lorsqu'on le déshabille, on remarque en enlevant le bandage que le sang continue à couler de la main. Et là, on se rend compte qu'il est impur, que son sang a déjà été versé. Et on le libère, on lui rend sa liberté. Il retrouve le chemin, il va au château et il se rappelle la parole de l'esclave. Et il le fait libérer, il dit, t'avais raison. Si je m'étais pas coupé la main, il m'aurait tué. Donc c'est pour mon bien. C'est pour mon bien que j'ai coupé la main. T'avais raison. Et l'esclave, il dit, tu vois, je te l'avais dit. Et il lui dit, ouais, mais toi, je sais que j'étais en prison, c'est pas pour ton bien. Alors, il dit, ben si, regarde. Partout où tu vas, je suis. Là, si t'avais été en forêt, moi, j'aurais été avec toi. Je t'aurais suivi. Mais toi, il t'aurait pas sacrifié, mais moi, il m'aurait tué à ta place. Tu as compris? La prison m'a sauvé la vie. Et Hafid me regarde et il me dit à la fin, t'as compris? La prison m'a sauvé la vie. Donc cette histoire-là, c'est une histoire importante parce qu'elle est reliée. D'ailleurs, je vais juste raconter cette anecdote qui est extraordinaire. Il y a 3 ans, j'étais à Fresnes, j'ai fait une soirée, pas à la prison, mais à la MJC. Et il y a un homme qui était là dans la salle. Et il me dit à la fin, monsieur, est-ce que vous avez le livre avec l'histoire de T'as compris? Je dis oui, elle était là, il est là le livre. Alors il me dit, je le veux. Il prend le livre et il me demande d'écrire un mot. J'écris un mot. Et il dit, vous savez, c'est mon histoire. Je dis, mais c'était un jeune qui avait 35 ans. Ouais, c'est ça. Il dit, en fait, moi j'étais un fauve. J'étais en prison. Et en prison, on m'a mis au mitard. J'étais sans arrêt au mitard. Donc c'est rien. Et il dit, le seul truc que j'avais le soir, c'est que j'écoutais par les voix qui venaient. Et il y avait le gardien qui écoutait la radio. Il y avait une émission. L'émission sur France Inter, où je parlais. Et où j'ai raconté cette histoire de T'as compris. Il m'a dit, cette histoire, elle est rentrée dans ma mémoire. Et je me suis dit, mais moi aussi, la prison va me sauver la vie. Il dit, à partir de là, ma vie a changé, je suis sorti de prison, je suis plus jamais retourné, je me suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai raconté cette histoire. Je trouve ça extraordinaire. Ludovic Suleiman, j'aimerais qu'on parle de cette Bretagne où nous sommes. Je vous rencontre ici à Erquy, où vous vivez maintenant. Je vous ai connu en voyant un spectacle à quelques kilomètres d'ici, où vous récoltez la mémoire
des Bretons, la mémoire des vieux Bretons. Alors, on l'a dit au début, vos racines sont là, une partie de vos racines familiales sont ici en Bretagne. Mais comment vous faites pour récolter aujourd'hui cette mémoire des anciens, cette mémoire des Bretons, où on a l'impression que, la modernité est passée par là, tout a disparu. Comment vous travaillez, en fait ? Très simplement, les gens, ils ont plein de choses à raconter si on veut bien les écouter, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc moi, tout a commencé, mais c'est un peu comme partout. Moi, je suis ici, dans cette maison. Nous, on a eu un coup de cœur, mais on la connaît pas, cette maison. Puis il y avait un monsieur qui s'arrêtait, un vieux monsieur avec sa canne, il s'arrêtait juste devant la maison. Puis il regardait en bas vers la plage, puis il faisait demi-tour. Alors on lui disait bonjour. Puis c'est François, le voisin. Puis à un moment, j'ai commencé à lui parler. Et je lui dis pourquoi vous allez pas. Il dit qu'il s'arrêtait là pour voir la mer, en fait, la marée haute. Donc il calait son arrivée au moment où la mer est haute, parce que pour voir la mer, faut qu'elle soit haute là. Sinon tu vois pas la mer, tu vois que la plage. Et il me raconte ça. Je dis mais pourquoi vous descendez pas plus bas? Il me dit moi je peux plus remonter la côte à mon âge. Et donc ce vieux monsieur, presque 90 ans, à un moment, il m'a raconté toute l'histoire de cette maison. Il m'a dit ici il y avait le marquis de Bickneux dans la maison où tu vis. Je dis ah bon, il y avait un marquis dans la maison? Il dit non. C'est un gars, il passait son temps à rien faire. Il vivait avec sa mère. Il était là comme un marquis avec un brin d'herbe entre les dents. Et puis il m'a raconté plein d'histoires, les noms des rochers, plein de choses. Et un jour il m'a dit mais tu sais Ludo, on est en train de perdre notre âme. Alors je dis pourquoi vous dites ça François? Il dit parce que c'est vrai, notre pays perd son âme. Toutes ces histoires que je connais, les noms des rochers, quand je serai plus là, personne les connaîtra. Alors je lui ai demandé de m'apprendre le nom des rochers qui sont ici à Carwal. Donc c'est parti de là, mais comme partout ailleurs quand je récolte, parce que cette récolte humaine, elle est noble. Ce grain qu'on met dans le grenier, c'est pour aussi ensemencer nos esprits plus tard. Je dis pas tous les esprits, parce qu'on me dit des fois, ouais, ça intéresse pas les jeunes, tout ça. Moi je dis toujours, c'est pas vrai. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Moi je vois bien que les gens, ils aiment les histoires. Quand je vais en prison, les gens, ils aiment les histoires. Quand je raconte à ces femmes qui parlent pas le français des contes, elles aiment les histoires. Je raconte à des lycéens, ils aiment les histoires. Tout le monde aime les histoires. Mais vous aimez les raconter aussi, parce que ce que vous faites de collecter, c'est le travail des ethnologues, le travail des historiens, le travail des sociologues. Mais vous le faites d'une manière très particulière, qui est celle du conteur. Il y a de la chair. Moi, je vous ai lu là dans Les 1001 vies, par exemple, mais je vous ai entendu en spectacle. Vous y mettez de l'humain. Il y a beaucoup d'humanité. C'est pas un travail d'ethnologue que vous faites. Ben non, je suis pas scientifique. Moi, je suis un être humain. Et c'est en tant qu'humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. D'ailleurs, le projet que je fais depuis 1 an, là, où j'ai travaillé sur être humain, avec des collégiens, avec un groupe d'adultes handicapés psychiques, avec un groupe de personnes âgées, avec différents groupes. Je trouve ça extraordinaire ce qui sort sur ça veut dire quoi être humain. Et ça rejoint aussi plein de paroles de gens. Donc cette idée de cultivons notre humanité, elle est pas mienne. Et je pense à Jacquard. Moi, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé dans son engagement pour la paix dans le monde. Il allait dans les classes, il parlait. C'est cet homme qui a écrit L'Éloge de la différence pour comprendre qu'il n'y a pas de race, il n'y a qu'une grande espèce. Et avec Hubert Reeves et Testard, ils avaient vraiment cette idée de humaniser le monde et que notre monde qui se déshumanise, pour l'humaniser, il fallait 3 choses. Comprendre le monde par les connaissances scientifiques, embellir le monde par la beauté, la création artistique, et que ce monde soit un monde d'empathie, qu'on puisse justement se mettre à la place de l'autre. Et ces 3 messages, ces 3 verbes, ces 3 actions, je crois qu'elles sont là, quoi. Moi, elles me guident un peu aussi. Souvent, je fais des ateliers. Moi, ce que je transmets, c'est on s'engage humainement. Et on a besoin d'outils. C'est pour ça que moi, mon passé ouvrier m'a appris, et mon passé militant m'a appris à créer des outils, à les forger, à ce que ces outils soient solides, et à pouvoir les transmettre à d'autres pour qu'ils les utilisent à ta place. Parce que le but, c'est pas de faire pour, c'est de pouvoir à un moment transmettre les outils que tu as créés. Aujourd'hui, c'est mon rêve, je dirais, de transmettre au plus grand nombre ces outils parce qu'ils peuvent aider d'autres, quoi. Il y a un mot qui est au cœur de ce que vous faites. Et je pense que Henri Gougaud, encore lui, l'a bien compris. Dans la préface de votre livre, il écrit ceci. Voilà déjà de longues années que Ludovic Suliman passe le plus clair de son temps auprès des pauvres, des oubliés, des laissés pour compte, des gens des cités, comme on dit aujourd'hui, non pas pour les éduquer, les assister, leur proposer des plans de terrain de basket ou des salles polyvalentes, mais pour les écouter, réveiller leur mémoire, allumer leur regard, parler avec eux des choses simples, de la vie, des soucis, des bonheurs. Mais pourquoi fait-il cela? Pour presque rien. Par amour. Ah oui.
L'amour, c'est la force, vraiment. En plus, c'est un symbole que dans les symboles africains dont on parle, qui réunit tout, quoi. C'est le noyau, c'est le cœur. Oui, l'amour, c'est quelque chose de... Moi, je vois les enfants, ce qu'ils disent sur l'amour, c'est puissant, quoi. Je suis toujours émerveillé de la parole des enfants sur l'amour, leur façon de parler de l'amour. Il y a une jeune fille, là, au collège, elle s'appelle Chloé, là, en 6e. Elle a fait un dessin, parce qu'ils choisissent 3 symboles pour être humain. Et des 3 symboles qu'elle avait représentés, sous une forme de dessin, mais qui était très beau, avec des nuances de bleu, là, qu'elle avait choisi. Il y a un symbole, c'est la lumière, qui était centrale. De part et d'autre, il y a les 2 symboles qui forment l'amour, c'est 2 forces, avec un cercle et un point. Et puis, tout autour, elle avait dessiné la terre. C'est un symbole qui représente la terre. Et après, je leur proposais de réfléchir à une parole qui reliait ces 3 symboles. Et la parole qu'elle avait choisie, c'est « Il faut que l'amour illumine la terre ». Alors après, je lui ai proposé d'aller plus loin. Donc, pourquoi il faut que l'amour illumine la terre? Elle leur a dit, on vit dans un monde de guerre, entouré de guerre. On a peur que la guerre arrive. Et elle dit, vivre dans un monde en paix, est-ce que c'est possible? Elle pose la question comme ça. Et c'est sa parole. Elle dit, rien n'est impossible. Mais pour cela, il faudrait qu'on se mette tous ensemble aujourd'hui. Et elle a mis 3 points d'exclamation. Donc cette parole de cette gamine, de Chloé, voilà, moi je trouve ça extraordinaire que ces enfants, et ils ont vraiment des paroles fortes, mais il faut les amener à cet endroit de la parole. Parce que souvent, on a commencé notre échange tout à l'heure sur cette parole d'Henri Gougou, on ne parle à l'autre que dans l'endroit où on est à l'intérieur de soi. Mais je pense que c'est ça. Le but, c'est pas de parler uniquement et d'écouter, c'est d'arriver à amener l'autre et s'amener soi à cet endroit où cette parole est possible. Voilà. Donc, parole d'amour, en fait. Mais parce que tout d'un coup, on est à un autre endroit plus profond. En Afrique, on dit que les symboles que j'utilise, d'ailleurs, ils servent à dire ce que tu ne peux pas dire avec les mots en premier, par le dessin. Donc, c'est le dessin qui parle. Et ensuite, à faire parler le dessin. Et avec les symboles, si tu veux, tu peux creuser au plus profond de toi. Et tu peux même aller là où tu ne sais pas. Donc, c'est vraiment un outil de connaissance. Et les enfants s'en saisissent incroyablement, en prison identique. Alors moi, je marie, c'est vrai, la parole des contes à la parole des récits. Tout ça, c'est lié, en fait. Eh bien, merci beaucoup, Ludovic Souliman. Merci de nous avoir accueillis chez vous pour nous parler de votre expérience de conteur, mais d'homme avant tout, d'homme. Et un beau chemin de vie qui a été le vôtre. Merci de votre accueil. Je renvoie à ce livre, Les 1001 vies à déguster, que vous aviez publié aux éditions Albin Michel il y a quelques années, mais qu'on trouve encore. Et puis, j'encourage vraiment tous ceux qui verront votre nom quelque part lors de vos tournées pour aller voir un de vos spectacles. C'est pas le mot, un moment de vie partagé avec vous. Vraiment qu'il ne manque pas cette expérience-là. Merci, Ludovic Souliman. Merci à vous. Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.